Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture des romans que j'ai lus en mai et en juin. Il y aura pas mal de contemporains, encore une fois, dans le cadre du prix des lecteurs. Là, ce sera plus des contemporains qui sont autour de l'amour ou de la recherche de soi. Mais bon, j'en dis pas plus, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Donc, je viens de finir 4 amours de Cristina Comencini, ou Comencini, je sais pas comment ça se prononce. Donc, ça va parler d'un couple d'amis qui ont la cinquantaine, quelque chose comme ça. Et c'est un couple d'amis qui se sont rencontrés lors d'un voyage en bateau, lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes, leur vingtaine. Et en fait, là maintenant, ils ont du coup 50 ans, fin de la cinquantaine, début de la cinquantaine, je ne sais pas. Et les deux couples vont se séparer. Ils vont se séparer pour des raisons différentes. Il y a un couple qui s'entendait plus si bien que ça en vrai. Ils faisaient chambre à part et ça a étonné vraiment personne qui se séparent. Et par contre, tu as un autre couple, il semblait vraiment fusionnel, en tout cas de l'extérieur. Tout le monde pensait que c'était le couple parfait. Ils faisaient tout ensemble. Avant même qu'ils se séparent la veille, ils ont dormi ensemble, ils étaient bien, etc. Ils semblaient heureux. Et boum, la femme, elle décide de quitter son mari comme ça un matin. Et en fait, pendant 1 an, on va suivre les 4 personnages. On va un peu voir comment elles vivent leur séparation, toute la réflexion qu'ils ont autour de leur nouvelle vie, leur vie de célibataire à 50 ans, et tout ce que ça engendre pour eux finalement, parce que ils ont vécu toute leur vie en couple, pratiquement. En tout cas, la plus grande partie de leur vie, ils étaient en couple avec une personne. Ils ont pris des habitudes avec cette personne. Ils ont fait des enfants avec cette personne. Ils ont voyagé, etc., etc. Et finalement, là, du jour au lendemain, tout s'arrête. Que ce soit pour les personnes qui ont quitté, donc Pierrot et Martha, que pour les personnes qui se sont fait quitter. Si je dis pas de bêtises, je vais carrément reprendre le livre, sinon je vais raconter de la merde, Andrea et Laura. Et en fait, pour nous montrer que chaque point de vue a son importance et finalement que peu importe la situation dans laquelle on se trouve, le côté dans lequel on se trouve, donc celui qui a été quitté ou celui qui est quitté, on va tous devoir faire son deuil de la relation. Le livre est découpé par parties. Et chaque partie correspond au point de vue d'un personnage. Donc, on aura par exemple une partie qui concerne uniquement Laura. Donc, des fois, Laura va rencontrer d'autres personnages principaux, oui, mais en fait, ça sera que le point de vue de Laura, ce qu'elle pense de sa rupture, comment elle vit sa rupture, etc. Après, on aura le point de vue de Pierrot, le point de vue d'Andrea et le point de vue de Martha. Et tout ça pendant 1 an. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Par contre, je dois avouer qu'au tout début du livre, j'avais du mal avec la plume de l'autrice. Enfin, j'ai vraiment dû prendre le pli. Il y a vraiment eu ce passage où je comprenais absolument rien. Je comprenais pas forcément qui parlait. Je comprenais même pas du tout qui parlait, je dois dire la vérité. Je comprenais pas à qui la personne parlait. Donc, j'ai vraiment eu un passage à vide, des gros moments de solitude durant les 20 premières pages où je me demandais mais qui parle en fait et avec qui cette personne parle et qui est qui. Enfin, franchement, je crois que j'ai lu le synopsis 3 fois. Je sais pas si c'est un problème de traduction. Enfin, je sais même pas si c'est un problème, si c'est moi qui sais pas trop lire. J'en sais rien. Mais j'ai eu des petits moments de solitude au tout début du livre. Mais une fois que j'ai compris finalement comment fonctionnait le livre et qu'il était découpé en plusieurs parties, en vrai, j'ai pas du tout eu de soucis. Enfin, ça se lit tout seul, c'était très plaisant. Dans les points positifs du livre et les raisons pour lesquelles j'ai beaucoup apprécié ce roman, c'est que c'est un roman finalement que j'ai trouvé assez original dans le sens où ça parle de séparation. Généralement, on a plus des romans qui vont parler d'amour, des amours qui se créent, des couples qui tiennent dans le temps. Enfin, comment dire, on lit beaucoup des livres où on va comprendre comment se crée le couple et une fois que le couple est établi, finalement, le roman est terminé. Alors que là, on nous dit, le couple, il était bien pendant des années, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant, mais on arrive au moment où se sont séparés. Et ça, j'ai trouvé ça déjà très original. Et en plus de ça, on a des personnages qui sont assez âgés finalement, enfin, âgé, j'ai envie de dire, à 50 ans, maintenant, en 2022, t'es pas vieux, enfin, c'est pas genre le vieux des années 40, vous voyez. Mais quand on parle de romance, en tout cas, quand on parle d'amour dans le mainstream, quand tu parles de romance à la télé, quand tu parles de romance dans les pubs, dans les livres, etc., moi, j'ai plus l'habitude de voir des couples qui sont assez jeunes, max 35 ans, tu vois. Sinon, c'est vraiment le couple qui est installé. Dans les séries, en tout cas, quand je vois des couples vraiment vieux, c'est vraiment le petit vieux couple qui a ses routines, etc., qui ont leurs enfants, petits-enfants, vraiment le couple heureux, le couple parfait un peu. Et là, du coup, on a pris cette image un peu des personnes qu'on voit généralement comme couple parfait et on leur a dit non, c'est bon, c'est fini.
vous êtes plus ensemble. Donc qu'est-ce que vous faites maintenant, vous voyez? Et en plus de ça, j'ai bien aimé les thèmes qui étaient abordés parce que c'est pas juste la séparation et ils vont trouver quelqu'un d'autre pour faire leur vie. Là, on est plus sur, ok, maintenant ils sont seuls à 50 ans, mais le but c'est pas forcément de trouver quelqu'un pour recommencer une nouvelle vie, mais ils vont plus se poser des questions du type, pourquoi je me suis séparée de cette personne finalement? Par exemple, Martha, qui était avec Andrea. Andrea, qui est un homme, je ne l'ai pas précisé, mais Andrea, c'est un prénom d'homme en Italie. Martha, qui, elle était dans son couple, tout se passait bien à l'extérieur. Son mari était super amoureux d'elle, enfin, il est super amoureux d'elle. Et en fait, elle, du jour au lendemain, a dit « j'en peux plus ». Je me sens étouffée dans ce couple, je veux plus être la femme parfaite, je veux plus être la mère parfaite. Et elle abandonne tout. Et elle, en fait, a dit qu'elle a vraiment ce besoin de liberté, elle veut plus se sentir oppressée. Et durant toute cette année, quand on va la suivre, en fait, elle va se demander, mais c'est quoi finalement la liberté? Qu'est-ce que ça veut dire le fait de se sentir libre? Maintenant que je suis libre, qu'est-ce que je fais en fait? Je fais quoi avec cette liberté? Est-ce que j'ai besoin de combler des trous? Enfin voilà, elle se pose ces questions-là et même, j'ai envie de dire, elle essaie même de ne pas se les poser dans le sens où elle ne veut pas affronter déjà son ex-mari. Elle veut pas lui dire pourquoi elle le quitte. Elle dit juste j'ai besoin d'air. C'est ce qu'elle lui dit en fait. Et elle veut pas dire aux gens qu'est-ce qui lui passe par la tête. Et même elle a pas envie de parler de ça. Elle dit juste qu'elle se sent oppressée. Elle sait pas c'est quoi l'oppression et elle veut passer à autre chose. Et elle sait pas c'est quoi non plus autre chose. Donc il y a vraiment tout ce truc de finalement des fois on est perdu, mais on n'est pas juste perdu quand on est enfant ou quand on est jeune adulte. En fait, on peut également être perdu quand on a une vie bien établie. Après, il y a également ce truc de la peur de la solitude. La peur de la solitude, c'est plus avec le personnage de Laura qui, elle, dit effectivement, avec son mari, ça se passait pas très bien. Ils s'embrouillaient pas ni quoi que ce soit, mais en fait, ils avaient plus vraiment de moments d'intimité, ils avaient plus des moments de partage, etc. Et en fait, elle se rend compte quand son mari la quitte, elle dit mais en fait, maintenant, on va tout faire seul, en fait. Enfin, est-ce que c'est maintenant qu'on a envie de tout recommencer alors que là, on peut être bien, on peut essayer, maintenant que les enfants sont partis, de recommencer à voyager, etc. Alors que là, en fait, on va tous les deux se lever et on sera seuls dans notre lit, on prendra notre petit déjeuner seul. En fait, on va finir notre vie seul. Et même si, en fait, on retrouve quelqu'un, ce ne sera pas pareil, la personne ne nous connaîtra pas autant. Et elle a tout ce questionnement autour de la solitude, en fait. Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai 50 ans et que je me sens seule? J'ai adoré ce livre parce qu'en fait, je me suis rendu compte que des personnages de 50 ans, en fait, ils avaient les mêmes peurs que moi. Et j'étais en mode, je sais pas si c'est eux qui ont des peurs de personnes jeunes ou si c'est moi qui a des craintes de personnes de 50 ans. Mais si j'ai des craintes de personnes de 50 ans, ça me fait quand même assez peur parce que vous voyez, j'ai que 28 ans. Donc bon, il faut que je déstresse un petit peu. Ensuite, on reste dans tout ce qui est romance, amour, difficultés de vie et problèmes de couple avec Le syndrome des cœurs brisés de Salomé Bodino. Là encore, c'est un livre que j'ai adoré. Et c'est un livre que j'ai adoré parce que je pense que ça m'a fait super peur et que je me suis dit « Oh mon Dieu, j'ai pas du tout envie de vivre ça ». Alors, dans Le syndrome des cœurs brisés, on va suivre Victor et Lola. C'est un couple qui s'entend super bien, ils partagent tout ensemble. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, ils vivent pas dans un grand appart, c'est pas la vie parisienne, genre ils habitent dans les marais, vous voyez, c'est vraiment, on habite dans un petit studio, il y a pas forcément de, s'ils ont une chambre, ils ont quand même une chambre. C'est pas un vrai studio, c'est un 2 pièces. En fait, malgré tout ça, malgré le fait que c'est un peu le struggle, en fait, ils sont super bien ensemble et ils ont trouvé une certaine harmonie, une certaine façon de fonctionner. Et ils sont bien. Tout simplement, ils sont bien. Et en fait, dans le syndrome des cœurs brisés, c'est la France comme on l'a aujourd'hui, sauf que la technologie est super avancée et il y a une entreprise qui va sortir quelque chose qu'on appelle la carte. Et en fait, la carte va te dire quand se terminera ton couple, peu importe si ton couple, c'est quelqu'un que tu as rencontré hier ou quoi que ce soit, à partir du moment où vous êtes plus ou moins dans une relation, la carte va te dire combien de temps ça va durer et les potentielles raisons de votre rupture. Donc, ça peut être, par exemple, la famille, un décès, je sais pas, l'argent, le retour d'un ex, je sais pas quoi. Bref, ça peut être plein de choses différentes. Ils ont mis plusieurs catégories. Je crois qu'il y en a 8. Et en fait, selon les catégories, ils vont donner un pourcentage qui reflète les potentielles causes de la rupture. Et en fait, je sais pas pourquoi les gens ont dit que c'était une bonne idée, mais c'est un truc qui a buzzé. Les gens étaient en mode « Oh putain, truc de ouf ». Il y a une carte qui peut dire
combien de temps notre couple va durer. Donc, en vrai, on peut gagner du temps. Moi, je pense qu'on peut surtout gagner du stress. Imaginons que j'hésite entre deux personnes et je prends la carte pour les deux personnes et je regarde avec qui ça va durer le plus longtemps. Et donc, je mets toute mon énergie sur cette personne. Chacun ses délires. Bref, tout ça pour dire que Victor, je ne sais pas pourquoi, il se dit, vas-y, il faudrait qu'on teste la carte. Il veut vraiment tester la carte parce que je ne sais pas pourquoi. Ah si, je dis n'importe quoi. Il y a une phrase que dit Lola, je sais plus ce que dit Lola, mais elle dit une petite phrase en mode pourquoi je te quitterais ou je sais pas, elle lui fait un petit pic, tu vois. Et il prend pas le pic. La vérité, il prend pas le pic. Ça lui fait un peu peur. Il sait que sa peur, elle est pas rationnelle, mais ça lui fait peur. Et du coup, il se dit, je vais acheter la carte. Moi, je pars du principe, si tu as peur, en fait, faut pas acheter la carte. Parce que, imagine la carte, elle te dit, bah, ça finit demain. Genre, en fait, oui, effectivement, elle va te quitter et ça se termine demain. T'as pas envie de savoir ça, en fait. Et ben, c'est exactement ce que fait Victor. Victor, il dit, OK, je vais acheter la carte. Et la carte leur dit, il vous reste que 2 mois à tenir ensemble. Après, c'est terminé. Alors que pour eux, leur couple est là pour durer. Vraiment, ils pensaient à faire des plans ensemble, acheter une maison, avoir des enfants. Enfin bref, ils vraiment la belle vie, tellement ils étaient bien dans leur couple. Les deux sont bien. C'est pas genre, il y en a un qui est bien et l'autre, il est en mode, je sais pas, j'ai envie de partir. Non, les deux sont vraiment bien. Et la carte, elle leur dit, il vous reste que 2 mois. Déjà, moi, j'étais déjà à fond dans l'histoire. Alors, moi, ils m'ont dit ça, là. J'étais en mode, pardon, vous êtes bien, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et là, tu me dis, il vous reste plus que 2 mois. Il y en a un de vous deux qui ment. C'est sûr, il y en a un de vous deux qui ment. C'est là que je me dis, mais Victor, il est fou. Et je me dis, mais en vrai, je pense que beaucoup de personnes feraient ça. C'est que, vu que Victor, on lui dit, il ne reste plus que 2 mois et que lui, il est fou, amoureux de sa meuf, il se dit, mais non. En fait, il va tout faire pour que leur couple ne se finisse pas. Il veut dévier les prédictions. Il se dit, non, en fait, on va pas se séparer dans 2 mois et je vais tout faire pour qu'on se sépare pas dans 2 mois. Sauf que, finalement, tout ce qu'il fait, toutes ces façons de faire, ça va plus mener à la rupture qu'autre chose. Exemple, dans le roman, il se dit, peut-être que c'est parce que on se dit pas assez les choses, peut-être que c'est parce que on se reproche tous les deux des choses et en fait, à un moment, ça va péter. Et il va dire, vas-y, dis-moi ce que tu me reproches, dis-moi tout ce que t'aimes pas sur moi. Sauf que ça, en fait, à quel moment c'est quelque chose qui fonctionne ? Tu peux aimer quelqu'un pour ses défauts, mais la personne n'a pas forcément envie que tu lui donnes ses défauts. Non, garde ça pour toi, tu vois. Et c'est pas parce que tu le gardes pour toi, en fait, que ça va détruire ton couple. Mais par contre, si tu le dis et que tu le rabâches encore et encore et encore et encore, et que tu joues avec ça, tu titilles la personne, ça va finir par piquer, en fait. Ça va finir par créer des tensions. Et c'est exactement ça le problème, c'est que plus il essaie de sauver son couple, plus il crée des tensions dans son couple. Donc, je sais pas si vous... Est-ce que vous regardiez Raven à l'époque ? Je sais pas si vous connaissez. Raven, c'était une meuf, c'était une série de Disney. Et en fait, la Raven, elle voyait le futur. Donc, des fois, elle avait des visions et elle voyait une personne ou une scène. Sauf que, souvent, elle voyait la chose, elle voulait qu'elle arrive ou qu'elle n'arrive pas. Ça dépend, en fait, si c'est favorable pour elle. Mais toutes les actions qu'elle allait faire une fois qu'elle a vu la vision, en fait, ça allait entraîner la réalisation de la vision. En fait, c'est ce qui allait faire que la vision allait réellement se réaliser. Sauf que, souvent, ça allait pas se réaliser comme elle l'avait vu. Parce que tout est matière à interprétation. C'est-à-dire, des fois, elle va voir une personne qui lui dit bien joué. Mais ça se trouve, le bien joué, il n'est pas sincère. Ça se trouve, c'est un bien joué qui est ironique, en mode ouais, bien joué, t'as vu maintenant ce que t'as fait, là, à cause de toi, c'est cassé la jambe, etc., etc. Et en fait, là, c'est exactement la même chose avec la carte. C'est-à-dire que on lui a dit qu'il allait avoir une rupture, mais ça se trouve, s'il n'avait pas ouvert la carte, s'il n'avait pas vu la date de leur rupture, il n'y aurait pas eu de rupture. Donc, pourquoi tu veux regarder la date de ta rupture ? Je ne comprends pas. Est-ce que ce n'est pas le fait de voir la date de ta rupture qui va te mener à ta rupture ? Je ne sais pas, je sais pas. Enfin bref, ce livre, il m'a rendu grave folle. Je pense que ça se voit encore. Pourtant, je l'ai terminé il y a peut-être 2 semaines. Mais à chaque fois que j'y pense, je suis en mode... J'espère que ce truc n'arrivera jamais. Déjà qu'on a les applications de rencontres, c'est assez difficile comme ça. N'allez pas commencer à nous mettre des algorithmes qui nous disent quand notre couple va se terminer, parce que moi, je ne survivrai pas à ça.
Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est Anne de Green Gables de Lucy M. Montgomery. J'en ai déjà parlé avec la team Dispoil, donc du coup je vais pas trop m'attarder dessus. Mais si vous voulez avoir un petit peu plus mon avis sur ce livre, je vous recommande du coup la vidéo de la team Dispoil où on revient dessus pendant genre je pense 50 minutes parce qu'on n'arrête pas de parler. Mais pour faire court, Anne de Green Gables, c'est vraiment le type de livre qui n'est pas du tout fait pour moi. C'est-à-dire que oui, c'est bien écrit. Oui, les personnages sont intéressants, mais j'ai pas pu me retrouver dans cette lecture parce que je sentais bien que j'étais pas la cible. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Anne de Green Gables, en fait, ça va parler d'une petite fille, d'une orpheline qui va arriver plus ou moins par hasard chez Marilla et Matthews. C'est des frères et sœurs, je n'ai plus leur nom de famille. Mais voilà, ils voulaient adopter un petit garçon pour les aider à la ferme et finalement, ils vont se retrouver avec Anne. Je peux pas aller plus loin dans le résumé parce que en soi, tout porte sur cet aspect-là, le fait qu'une petite fille qui n'était pas attendue arrive dans un village qui ne l'attendait pas et en fait, on va suivre les aventures de Anne tout au long des années. Mais pour faire court, en ce qui concerne mon avis, en gros, Anne de Green Gables, c'est typiquement le type de livre qui n'était pas fait pour moi et sur lesquels je suis tombée parce que la couverture passait beaucoup sur Instagram et que les gens en parlaient énormément, il y avait des avis très positifs dessus. Donc moi, je regarde un peu de quoi ça parle. En plus, on va pas se mentir, la couverture, elle est assez belle. Donc voilà, je me lance, je le lis en lecture commune avec la team Dispoils et en fait, je suis absolument pas la cible de ce livre. Déjà parce que c'est un livre jeunesse et j'ai pas du tout l'habitude de lire des livres jeunesse. Mais en plus de ça, et je pense que c'est ce qui m'a réellement dérangé avec cette lecture, c'est que c'est un livre très épisodique. C'est-à-dire que chaque chapitre va se concentrer sur un épisode de la vie de Anne, on va dire une frasque qu'elle a pu faire, un conflit qu'elle a pu avoir et en fait on peut prendre le livre même peut-être à sa moitié et on va pas être perdu en fait. On va retrouver les mêmes personnages, on va voir plus ou moins les mêmes actions. C'est juste comme si on regardait finalement une série pour enfants et en fait peu importe l'épisode auquel on le prend, si je prends les Totally Spies par exemple, c'est pas grave si on n'a pas vu le début, c'est pas grave si on n'a pas vu la saison 1, tu peux prendre là où tu le souhaites et tu vas comprendre très bien ce qui se passe parce que dans chaque épisode, il y aura un début, un milieu et une fin. Et c'est exactement ce qu'on a avec Anne de Green Gables. Et c'est vrai que quand je lis un livre et surtout un livre qui est aussi long parce que quand même le livre fait, je pense, 300, voilà, il fait presque 400 pages le livre. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait un petit peu plus de développement durant l'histoire, ce qui n'a pas été le cas, ou en tout cas l'évolution n'a pas été assez marquée. J'entends par là que à la fin du livre, effectivement, Anne a grandi, et il y a un bouleversement qui va se produire dans sa vie, et là on comprend que, ok, on va passer à autre chose, le récit va être un petit peu plus mature, mais moi, je le répète, je suis une personne qui se dit, s'il y a une saga, faut que le premier tome m'embarque pour que je m'engage sur la suite. Si dès le début je suis pas enchantée, si dès le début j'ai des petites réticences à lire le livre, à le finir, etc., bah j'ai pas envie de lire la suite. Et c'est vrai que quand je l'ai terminé en story, j'ai dit bah que voilà, peut-être que j'allais lire la suite parce qu'effectivement je trouvais ça intéressant de la façon dont le livre se terminait. Bah c'est vrai que là les semaines sont passées, j'ai pu lire autre chose et je me vois mal retourner dans ce livre et continuer les aventures de Anne. Elle était sympa, on a bien rigolé, surtout avec le personnage de Maria qui, moi, me fait super rire. À chaque fois que j'ai rigolé dans ce livre, à chaque fois que je passais réellement un bon moment, c'était grâce à Maria. Donc, voilà. Effectivement, ça aurait été sympa de retrouver son personnage, mais j'ai pas été assez embarquée dans cette intrigue pour finalement redépenser, je crois, 16,50 € de trop, les gars. Donc, j'ai pas été assez embarquée pour lire la suite. Donc, c'est un clap de fin pour Anne de Green Gables. Ensuite, j'ai lu Celle qui est revenue de Donatella Di Pietrantonio. Donc dans ce roman, on va suivre une ado de 13 ans qui a toujours grandi avec un couple qu'elle pensait être ses parents. Sauf que un jour, ses parents vont lui apprendre qu'ils ne sont pas ses vrais parents et en fait qu'elle va retourner chez ses vrais parents. Ses vrais parents, c'est des personnes qui viennent de la campagne, ils sont assez, même je dis assez pauvres, mais ce serait mentir de dire assez pauvres. Ils sont vraiment très pauvres et ils ont plusieurs enfants. Donc elle passe un peu de la petite fille pourri gâtée qui vient de la ville
école privée, qui prend des cours de musique, des cours de danse, etc. à je vais dans une famille très pauvre, qui habite à la campagne. Je ne suis plus unique, mais je suis maintenant juste une des sœurs dans une famille, je crois, qui a 7 enfants ou quelque chose comme ça. Et il faut limite se battre, en fait, lorsqu'on est à table pour pouvoir se nourrir. Je caricature à peine. Genre, vraiment, je caricature à peine. Il y a des scènes où elle dit que ils sont à table, ils sont là, ils mangent. Donc, elle s'attend à ce que les parents les servent ou que je sais pas, que ça se passe dans une certaine civilité, en fait, dans une certaine courtoisie, le moment où on partage le repas. Et à partir du moment où la casserole ou la poêle est déposée sur la table, en fait, ils se ruent sur la nourriture comme s'ils avaient jamais mangé. Et elle se retrouve, en fait, comme une conne, là, posée à la table, et elle a genre juste des pâtes et du beurre parce qu'elle n'a pas pu prendre la viande, elle n'a pas pu prendre le poisson. Enfin, c'est vraiment du n'importe quoi. Et surtout, enfin, au-delà du fait que elle passe d'une famille assez riche à une famille assez pauvre, le truc, c'est qu'elle passe de « je pensais que les personnes avec qui j'avais grandi étaient mes parents » et en fait, ce ne sont pas mes parents et je ne vais plus jamais les voir. Genre littéralement, on la dépose devant la porte de ses vrais parents et après ça, c'est fini. C'est comme si finalement son autre vie n'avait jamais existé et on lui reparle plus jamais de ça en fait. Ça devient un non-dit et même quand elle essaie d'en parler, bah on lui dit c'est pas, on n'en parle pas. On s'en fiche, t'as grandi avec eux, certes, maintenant t'es avec nous, et en fait, tu resteras avec nous. Donc, cherche pas à savoir, oui, mais pourquoi, mais comment, là, on s'en balèque. Maintenant, t'es avec nous, tu vas à l'école, à la campagne, avec tes sœurs, avec tes frères, et tu cherches pas plus loin. Et du coup, durant tout le livre, avec la narratrice, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé à sa naissance pour qu'elle soit avec une autre famille, et pourquoi cette famille a décidé de la rendre à sa vraie famille du jour au lendemain. C'est un livre qui m'a beaucoup révoltée, justement parce qu'il y a énormément de non-dits et parce que on est face à une petite qui est totalement désorientée et à laquelle on n'offre pas du tout de réponse. Et tout le monde trouve ça normal. Et plus on avance dans l'histoire et plus on se rend compte que beaucoup de personnes connaissent la vérité. Mais en fait, ils ne veulent pas en parler, surtout ils ne veulent pas en parler avec elle. Et du coup, il y a comme cette distance qui se crée, déjà parce qu'ils n'ont pas grandi ensemble. La famille et la fille qui revient n'ont pas vécu ensemble, ils apprennent à se découvrir comme ça alors qu'elle a déjà 13 ans. Donc il y a déjà une distance entre les membres de la famille qui ont grandi ensemble et elle. Et en plus de ça, il y a une autre distance qui se crée parce qu'il y a ceux qui connaissent la vérité et elle qui est toute seule, qui ne connaît pas la vérité. Et j'ajouterai encore autre chose. Et c'est ça où je me dis, purée, j'avais vraiment de l'empathie pour elle quand je lisais, c'est qu'il y a également la différence entre celle qui vient de la ville et ceux qui viennent de la campagne et qui n'ont pas du tout la même façon de faire en fait. Peu importe la catégorie finalement, la fille qui revient et le reste de sa famille sont totalement différents, ils sont totalement opposés et des fois t'as l'impression qu'il n'y a pas de façon de concilier en fait, de conjuguer leurs différences et c'est horrible parce que tu te sens très seule en fait avec la narratrice et tu te dis qu'elle a que 13 ans. Déjà quand t'as 13 ans tu passes par l'adolescence. Donc, t'essaies de te trouver, tu te cherches beaucoup et tu te dis, ajouter en plus ce type de secret, ce drame familial, en fait, ça fait beaucoup. Donc, j'ai eu énormément d'empathie pour elle et de l'autre côté, j'ai été très admirative de la façon dont elle gérait la situation parce que je l'ai trouvée très résiliente. C'est-à-dire que elle se rend compte au fil des jours, au fil des mois, que son ancienne vie finalement est totalement terminée et qu'elle n'y reviendra jamais. Et elle essaie de connaître sa sœur un petit peu plus, elle essaie de connaître ses frères, de connaître un petit peu sa mère biologique, son père aussi. Enfin, elle voit qu'il y a une barrière, mais elle se dit, ok, elle accepte en fait le fait que, entre guillemets, elle est bloquée avec sa nouvelle famille et elle va essayer de créer du lien. Même si c'est pas tous les jours facile, elle essaie de créer du lien et je trouve que pour une enfant de 13 ans, essayer d'être la personne qui est plus adulte, essayer d'être la personne qui se dit je vais essayer de comprendre par moi-même sans me mettre forcément en danger parce que c'est ce qu'on retrouve moi dans les livres que je lis un peu lorsqu'il y a des enfants qui essaient de découvrir un secret. Bon, souvent c'est du young adulte, on va pas se mentir, mais c'est quand même un schéma que je vois beaucoup, c'est l'enfant qui va finir par se mettre en danger en fait en essayant de découvrir la vérité et qui fait énormément de conneries. Là, c'est pas du tout ça. Parce que c'est un livre qui n'est pas du young adulte, c'est du contemporain. Donc l'angle dans lequel on va aborder les choses est totalement différent. Et moi, c'est un angle qui m'a beaucoup plu et qui m'a totalement captivée parce que franchement, je l'ai lu d'une traite. C'est-à-dire que je voulais moi aussi avoir la vérité sur
sa naissance et surtout comment elle allait s'en sortir. Parce qu'au tout début du livre, on sait que ça s'est plus ou moins bien passé pour elle. C'est peut-être même la seule chose qui nous permet de nous consoler quand on lit toutes les misères qu'elle doit traverser. Mais je voulais quand même qu'on puisse boucler la boucle en fait assez rapidement et que je puisse me dire ok, elle s'en est sortie, elle a découvert la vérité, elle s'entend bien avec sa famille ou elle s'entend pas du tout avec eux. Je voulais avoir en fait une réponse par rapport à sa situation parce que ça m'intriguait beaucoup de savoir que c'était possible que ce genre de choses arrive. Je dis ça, mais en vrai c'est une fiction, ce n'est pas un témoignage. Je préfère préciser parce que je suis super impliquée là comment j'en parle alors que c'est une fiction, ça n'existe pas. Et le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Sur les balcons du ciel de Sophie Rouvier. Et c'est un livre pareil que je lis dans le cadre du prix des lecteurs et que j'ai énormément aimé. Enfin, énormément aimé. C'est compliqué de dire que j'ai énormément aimé un livre où tout le monde est totalement déprimé. Du coup, dans Les balcons du ciel, on va suivre deux personnages, Alma et Vadim. Et il a vécu énormément de drames dans sa courte vie parce qu'il a perdu son père et lorsque l'histoire commence, on comprend que il a perdu une amie très proche qui lui avait permis de faire le deuil de son père. Et suite à ses décès, il est dans une sorte de dépression, on comprend pas trop en fait ce qu'il a. On n'a pas posé de diagnostic, en tout cas au début du livre, le concernant, mais tout est compliqué pour lui. Il a du mal à vivre sa vie d'adolescent, même aller à l'école, c'est assez compliqué. Il aime être seul et il est aussi conscient que sa situation est difficile. En fait, il se rend compte que le fait qu'il soit très triste et qu'il ait du mal à se remettre de ses morts, bah ça handicape en fait sa mère, parce que sa mère est très triste, du coup elle s'occupe énormément de lui et moins de son petit frère. Et il veut pas de ça en fait pour sa mère, il veut pas de ça pour son petit frère, il veut pas de ça pour son beau-père. Et donc il essaie en fait, il fait de son mieux pour se relever, mais malgré tous les efforts qu'il peut faire, ça bloque, il arrive pas à être heureux, il arrive pas à profiter de la vie, il est vraiment plus mal. Vraiment, on commence l'histoire avec un petit garçon qui va pas bien du tout. Et à côté de ça, on a le personnage de Alma qui pareil en fait va pas très bien dans sa vie. On comprend qu'elle a subi une rupture assez difficile et elle a du mal à s'en remettre. Et en fait, elle entend plein de personnes autour d'elle qui lui disent « Non mais c'est bon, faut te relever, etc. » Et elle explique que, non, elle essaie de se relever, mais ça fonctionne pas. Et quand elle se remet dans une relation, ça coince quoi, parce que elle a pas encore fait le deuil de son ancienne relation. Donc on est sur deux personnages qui souffrent, mais pour des raisons différentes. Et ce que j'ai bien aimé, et c'est vraiment ce que je retiens de ce livre, c'est que les souffrances, en fait, elles se comparent pas. On peut souffrir pour des raisons différentes, mais il faut pas mettre une souffrance au-dessus de l'autre parce que la façon dont chacun gère ses émotions est différente. Et c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que au début, quand j'ai commencé l'histoire, j'avais également ce truc de Vadim, en fait, il y a des personnes qui sont décédées, donc c'est plus grave. Alors que Alma, toi t'as personne qui est décédée, donc bouge-toi le cul un peu. Et plus t'avances dans l'histoire et plus t'as de l'empathie pour eux, plus tu es dans leur tête parce que c'est deux récits qui sont à la première personne. Donc on a le récit à la première personne quand on a le point de vue de Vadim et idem pour Alma. Et tu te rends compte que ils vivent pas la même chose, mais dans leur tête et dans leur corps, la souffrance elle est vraiment présente, elle est vraiment importante, surtout pour Alma. Et tu vois quand t'es dans sa tête qu'elle fait vraiment de son mieux pour s'en sortir. Et du coup ça te permet d'avoir un petit peu plus d'empathie parce que quand tu vois son personnage de l'extérieur, tu pourrais te dire, elle fait rien pour vraiment se remettre en selle, elle se laisse aller. Enfin, tu pourrais avoir plein de pensées négatives en fait la concernant. Et vu que tu as son point de vue à la première personne, tu te rends bien compte que Alma, elle fait tout pour s'en sortir, qu'elle essaie d'avoir des stratégies, qu'elle essaie d'aller chez ses parents. Enfin bref, elle essaie vraiment de se sortir de cette situation. Juste, la situation la rattrape à chaque fois. Donc c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'est un livre qui te permet d'avoir de l'empathie en fait et qui te dit mets-toi un petit peu à la place des gens, arrête de comparer les souffrances, ça ne se compare pas. Et la façon dont c'est écrit, c'est très bizarre parce que j'ai trouvé l'écriture pas très poétique, assez superficielle, mais à côté de ça, j'ai trouvé que le message était très beau et très universel. Donc j'ai un petit peu un avis mitigé. C'est un livre pour lequel je pourrais pas dire que j'ai un coup de cœur
parce que j'ai pas été sensible à la plume, mais j'ai été sensible à l'histoire que l'autrice essayait de nous raconter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme ça que je le ressens et j'ai pas d'autres mots en fait pour vous expliquer tout ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Par contre, quand même gros trigger warning concernant Sur les balcons du ciel. C'est un livre qui parle quand même de dépression, c'est un livre qui parle d'idées suicidaires, ce genre de choses. Donc si c'est des thèmes auxquels vous êtes sensible, et si même vous n'êtes pas dans le mood pour lire ce genre de livre, parce que moi je l'ai lu en mode ça va être un feel good. Quand tu vois ce genre de couverture, en plus là en tête il y a écrit Virginie Grimaldi pour tu sais les petites phrases, les petits avis par-ci par-là. Moi je me suis dit ok ça va être un feel good. Ça va être le genre de livre un peu stéréotypé où deux personnes vont mal, ils se rencontrent, tout va bien. Et en fait, c'est pas du tout le cas pour Sur les balcons du ciel. Tu commences, les personnages sont très 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 bas. Vraiment, ils sont plus bas que le bas. Et en fait, même à la fin du livre, les personnages, sans vouloir spoiler, c'est pas non plus l'apothéose, c'est pas non plus le happy end, vous voyez. Mais on atteint une certaine conclusion et les personnages passent un cap. Ça change des feel good, ou en tout cas ça change des feel good que j'ai pu lire jusqu'à maintenant et du coup de l'idée que j'avais des feel good. Donc encore une fois je me répète, même si j'ai trouvé la plume assez superficielle, c'est une histoire que je recommande réellement. Bref, on s'arrête là pour l'update lecture du jour. J'espère qu'il y aura un ou deux livres qui vous auront tapé dans l'œil. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!